Hassan Samb, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes un journaliste et analyste politique. Le Premier ministre Ousmane Sonko a rendu visite à Azoura Fall, à la prison de Rebeuss. Comment trouvez-vous ce déplacement? Écoutez, sur le principe, il n'y a pas fondamentalement un problème qu'un Sénégalais puisse rendre visite à un autre qui est en détention. Cela ne pose normalement pas de problème, quelles que soient les charges d'ailleurs que ce dernier assume. En tout état de cause, sur le principe, il n'y a pas de problème. Mais en l'espèce, on peut émettre des réserves. La première, c'est que M. Sonko lui-même avait à déclarer de par le passé qu'il ne soutiendra aucun de ses militants qui versent dans des injures publiques et qu'il n'ira pas leur rendre visite en prison. Et donc, il a fait le contraire de ce qu'il avait dit. Et ça, c'est la première réserve. La deuxième réserve, elle est la plus importante, à mon avis, c'est le fait que si vous rendez visite en tant que Premier ministre et chef de parti qui gère le pays et qui est majoritaire à l'Assemblée, vous rendez visite à quelqu'un qui est supposé avoir commis des infractions, vous renvoyez indirectement au juge des messages. Et c'est une forme de pression sur la justice. En conséquence, j'estime qu'il aurait dû ne pas y aller pour mettre à l'aise la justice et la magistrature pour que justice soit dite en toute équité. Et je crois savoir d'ailleurs que d'après les avocats, que Azoura vient de bénéficier d'une liberté provisoire, même si son dossier a été renvoyé au 22 mai. Et que M. Kairé, qui est son acolyte, et lui reste en détention. Voyez-vous, tout ça pour dire que la visite pouvait être interprétée comme une forme de pression sur la justice, ce qui est vraiment dommage pour le Sénégal. Mais aujourd'hui, il est allé manifester son soutien à Azoura et Kairé 220 à la veille, en tout cas, de leur procès. Qu'est-ce que ces situations pourraient créer? Écoutez, il a été le Premier ministre, l'artisan d'une théorie très récente d'ailleurs, comme quoi on va éradiquer sur la place publique toute forme d'insultes et d'injures contre des personnalités. C'est ce qu'il avait dit. Il avait même utilisé le mot effacer. Alors, s'il y a dans son camp quelqu'un qui se comporte de la sorte et que la justice prend ses responsabilités, ce qui est tout à fait normal, je pense qu'il devrait avoir la décence de laisser la justice travailler tout tranquillement et de ne pas du tout se solidariser. Voilà. Et donc, cette visite aura pour conséquence sur la place publique que beaucoup de Sénégalais vont avoir l'impression qu'il y a deux poids, deux mesures. Il y a une justice à double vitesse, comme d'ailleurs on l'a toujours dénoncé de par le passé avec le président Macky Sall et même le président Wade. Les gens rechignent souvent à faire poursuivre leurs proches et ceux qui sont dans leur camp politique. La loi, c'est pour les autres, c'est-à-dire ceux qui ne sont pas dans leur camp. Et ça, véritablement, on pensait qu'on allait aller vers des ruptures fondamentales, ce qui, à mon avis, n'est pas forcément le cas si on observe aujourd'hui l'évolution des choses. Alors, Maître Saïd Larifou a estimé d'ailleurs que ce n'est pas le Premier ministre, mais c'est le président de PASTEF qui est allé rendre visite à un de ces militants incarcérés. Il n'y a rien de plus dangereux que ce genre de déclaration, parce que c'est en porte-à-faux avec la réalité. M. Ousmane Sonko ne peut pas se dévertir de son manteau de Premier ministre. Donc, la preuve, lorsqu'il marche dans la rue, il y a forcément les GIGN ou, je ne sais pas moi, la garde rapprochée. On pouvait dire pourtant que c'est le président du parti, on ne le protège pas. Je pense qu'il faut faire attention à ces genres d'interprétation des actes, des situations qui se passent sur la place publique. C'est des interprétations partisanes. Le Premier ministre, Ousmane Sonko sera toujours le président du Sénégal, tant que le décret n'est pas levé. Et en conséquence, quels que soient les actes posés, y compris dans le milieu privé, eh bien, c'est le Premier ministre qui agit. Et ça, on ne peut pas faire le distinguo entre sa fonction de président de parti et celle de Premier ministre. Et donc, véritablement, tout est mélangé. Tout est
tout est mélangé, comme je l'ai dit tout à l'heure. C'est comme pile ou face d'une même pièce. Donc, on ne peut pas faire un distinguo ici. C'est aller dans le sens, peut-être, d'essayer un peu de manipuler l'opinion. Et je pense que ça ne passera pas. Alors, parlons de l'affaire Farba Ngom et Tahirou Sarr. Grosse bataille devant la chambre d'accusation le 21 mai. À quoi faut-il s'attendre exactement? Écoutez, je pense que les avocats ont parlé hier. On les a écoutés. Nous avons écouté Maître Dialikan, nous avons écouté Maître Youm et tous les restes, Maître Amadou Sall. Je pense qu'il s'agit de ténors du barreau. C'est des gens expérimentés. Évidemment, un avocat se soucie toujours des intérêts de son client. Et donc, nous avons écouté leurs arguments, comme quoi Farba, on ne sait même pas ce qu'on lui reproche, comme quoi il n'était pas comptable public, il n'était pas donc agent public, il n'était pas comptable de fait, donc il ne peut pas être poursuivi pour détournement de deniers publics, et ainsi de suite. Mais ça, c'est à la justice de nous dire. Donc, nous attendons de voir ce que la justice en pense par rapport à ces arguments qui ont été avancés par les avocats de Farba Ngom. C'est des arguments techniques sur lesquels la chambre d'accusation va devoir se prononcer pour qu'on sache si effectivement ces arguments tiennent la route ou pas, et que les procédures doivent être annulées ou pas. Donc, on est toujours dans la logique de la bataille judiciaire, avec des procédures en la matière. Lorsqu'un juge d'instruction est saisi, les actes d'instruction peuvent être portés, faire l'objet de recours devant la chambre d'accusation de la cour d'appel. Donc, on est dans ces procédures. On va voir ce que la cour va nous dire. Pour le moment, moi, à mon niveau, je ne peux pas dire s'ils ont raison ou ils ont tort, je n'en sais absolument rien. J'estime simplement qu'à la base, il y avait un rapport de la CENTIF, et sur la base duquel le procureur s'est appuyé pour faire mener des enquêtes et aboutir à la saisine du juge d'instruction. Le juge d'instruction aujourd'hui est habilité à approfondir ces enquêtes-là pour voir s'il y a non-lieu ou renvoi devant une juridiction de jugement. Pour le moment, M. Ngom reste dans les liens de la détention. C'est que ces avocats ne comprennent pas, parce qu'ils ont également dénoncé les deux poids deux mesures, en ce sens que Tahirou Sarr a acheté son cautionnement et on n'a pas acheté le cautionnement de Farba Ngom. Donc, autant d'arguments qui aujourd'hui font qu'on observe pour voir ce que la justice va nous dire par rapport à cette affaire. Il y a 12 requêtes, dont 2 de Farba et 10 recours de Tahirou Sarr. Oui, tout à fait. C'est tout à fait normal. Moi, je pense que c'est la richesse un peu des batailles judiciaires, de l'argumentaire de ces avocats, du fait de leur expérience, de leur vécu, de leur connaissance des droits, du droit et des procédures. On les respecte. On respecte également Farba. On respecte également le procureur qui lui-même s'est engagé dans la procédure et qui a engagé les poursuites. Maintenant, nous ne pouvons pas arbitrer, nous attendons de voir ce que la justice a dit là. Cependant, les avocats de Farba Ngom, vous l'avez dit tout à l'heure, disent que les droits de leurs clients sont bafoués. Est-ce vraiment le cas, selon vous? Écoutez, dans un premier temps, j'avoue n'avoir pas compris quand M. Farba Ngom a fait l'objet d'une descente, d'une perquisition dans son verger, en son temps, alors qu'aucune procédure n'avait été ouverte. En tout cas, publiquement. Ça vraiment, j'étais surpris. C'est après qu'il y a eu cette inculpation, tout ça, et le déclenchement de la procédure devant le parquet judiciaire financier. Mais, avant tout cela, il y avait une perquisition dans son verger. Je ne sais pas si je vous en rappelez. Alors, là, j'ai dit, quelque part, il y a un problème. Il y a un problème. Maintenant, pour tout le reste, je ne vois pas de violation de procédure. J'ai dit, les choses se passent comme elles doivent se passer. C'est-à-dire, il y a une inculpation, il y a une détention. Maintenant, il y a un cautionnement qui n'est pas accepté. Est-ce que c'est légal ou pas? Ça, là, c'est à la justice de le dire. Est-ce qu'on doit lui accorder la liberté provisoire ou pas? Ça aussi, c'est à la justice de le dire. Mais je reste convaincu que, quelque part, apparemment, au regard du fait que également le Premier ministre avait dit à Agnam que Farba, c'est sa dernière élection ou des choses comme ça, quelque part aussi, quelqu'un souhaite le voir rester en détention.
Ça aussi, on peut le penser. Hein, au regard de l'évolution des choses, des déclarations faites par le Premier ministre, du fait que son verger avait été perquisitionné alors qu'à ce moment-là, il n'y avait aucune procédure. Et bien sûr, maintenant, le fait que son cautionnement n'est pas du tout accepté. Alors, par rapport au dialogue politique, comment trouvez-vous la position de certains membres de l'opposition? Écoutez, il est toujours dommage pour moi que les gens boycottent un dialogue. Je n'ai jamais été partisan du boycott des dialogues. Si vous vous rappelez bien, même au moment où le président Macky Sall appelait à des dialogues, je disais toujours qu'il faut que les gens aillent répondre. Un dialogue, c'est extrêmement important. Si on a des problèmes, allez-y et posez les problèmes là-bas. C'est une occasion qu'il ne faut pas rater. Maintenant, je comprends d'ailleurs parfois la réticence aussi de certains, comme la PR, qui disent que voilà, on ne va pas dialoguer avec un pistolet sur la trempe. Parce qu'il y a eu, selon eux, il y a un harcèlement, un acharnement, il y a des arrestations, etc. Comme exactement Pastef le disait à l'époque, si vous vous rappelez bien. C'est-à-dire c'est les mêmes arguments. La situation n'a fait que se retourner. Mais je rappelle, d'ailleurs, que c'est parce que Khalifa Sall avait accepté de dialoguer qu'il avait été diabolisé au niveau de Yewwi Askan Wi et pratiquement écarté et même chassé de Yewwi. Donc, aujourd'hui, le dialogue avait banni des gens parce qu'ils avaient dialogué avant. Donc, je pense que c'est pour cette raison que je dis fondamentalement aux hommes politiques de rester sur des principes élémentaires. C'est-à-dire que quand quelqu'un accepte d'aller dialoguer, ne le diabolisez pas pour ça. Parce que le dialogue, il est toujours important. Oui. C'est parce que les contradictions sont là qu'il faut dialoguer. En politique, il y a toujours des contradictions. Lorsque nous partageons un État, effectivement, à évolution complexe. Par conséquent, nous devons dialoguer sur nos institutions, nous devons dialoguer sur notre vouloir vivre ensemble. Comment on va vivre ensemble pour asseoir les conditions d'une cohésion nationale. Dans cette logique-là, nous ne pouvons pas bannir quelqu'un parce que simplement il a dialogue. La preuve aujourd'hui, Diomaye aurait souhaité avoir autour de la table tout le monde. Malheureusement, les gens vont leur rendre la monnaie de leur pièce, hein, ou l'inverse, la pièce de leur monnaie, en leur disant, écoutez, nous, on ne vient pas dialoguer parce que simplement, vous aussi, en son temps, vous nous avez refusé pour la même raison de dialogue. En tout cas, merci doyen Sène Sam d'avoir accepté d'être notre invité de la matinale. Je rappelle que vous êtes un journaliste et analyste politique. Merci surtout pour votre disponibilité.